La situation sécuritaire en Haïti ne cesse de s'aggraver, semble-t-il, même si, depuis quelque temps, on constate que la police nationale marque quelques points. Cependant, tous les jours, il y a encore des tentatives d'assassinat ou de kidnapping, et c'est le sujet favori de la totalité de nos politiciens qui ne cessent de répéter qu'il faut absolument s'attaquer, il faut rétablir la sécurité pour qu'il y ait, pour que la vie reprenne, etc. C'est sans doute vrai. Pour parler de cette situation, nous avons avec nous aujourd'hui M. Ashley Lara, qui est membre du groupe de travail sur la sécurité, précisément, et qui va peut-être nous faire le point sur la situation et nous dire quelles sont les propositions qu'ils ont pu trouver. Bonsoir Ashley Lara, bienvenue sur Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Bon, aujourd'hui encore, pendant que je venais à Métropole, vers 3 heures, sur les radios, il y avait une tentative de kidnapping dans la zone de Cris 3 qui a échoué. Le kidnappé, entre guillemets, a réussi à s'échapper et une patrouille de la TNH a abattu un des suspects qui essayait de faire le kidnapping. Alors, où est-ce qu'on en est de cette situation, Ashley? La situation, il faut bien admettre que la situation est arrivée à ce stade parce que c'est un cumul de mauvaises décisions de plusieurs gouvernances qui se sont succédées. Absolument. Et non, reprendre la situation et la corriger ne peut pas être l'effet d'une seule mesure. Ça doit être aussi un cumul, une batterie de mesures que nous devons prendre dans différents domaines pour pouvoir rétablir la situation sécuritaire. Donc, il n'y a pas une solution, mais il y a plusieurs solutions adoptées. Ou un ensemble de solutions qu'il faudrait mettre sur pied. Mais allons dire que c'est vrai que la population, et nous personnellement du GTS, nous ne comprenons pas le laxisme des responsables du gouvernement face à cette situation-là. Ça veut dire que nous estimons, nous avons peut-être tort, mais nous estimons que certaines mesures très urgentes auraient dû être prises et malheureusement, on n'en voit aucune. Telle que? Il y a eu beaucoup de dénonciations faites par des membres de gangs eux-mêmes sur des individus qui sont censés, des personnalités qui sont censées être impliquées dans le trafic des armes, par exemple. Bon, voilà. Nous n'avons constaté aucune arrestation, ni même aucune interpellation de ces individus. Absolument. C'est vrai que la déclaration de ces chefs de gang peut ne pas être vraie, mais au moins il y aurait eu des interpellations, des explications à donner. Pourquoi? Parce que, comme on dit en Haïti, pas bien la fumée sans du feu. Donc, si quelqu'un a été indexé, ça veut dire qu'il y a quand même un certain rapport. Donc, il devrait pouvoir donner une explication. Nous n'avons noté, jusqu'à présent, aucune arrestation de ce genre. Donc, ça veut dire que, du côté de la justice, le ministère ne fait pas son travail. Ce secteur ne marche pas chez le gouvernement. On se demande pourquoi. Les activités d'insécurité foncière continuent de plus belle. Il paraît que les gangs ont offert un terroir propice à ces autres gangs qui sont spécialisés dans les vols de propriété ou les extorsions de biens ou des choses comme ça. Donc c'est déjà une insécurité qui n'est pas, qui n'est pas adressée par le gouvernement lui-même. Et ensuite, si un gouvernement, des responsables, je dis des responsables sur l'azimut, veulent prendre, ou bien décident de prendre des mesures, il faudrait au moins que la population sache. Je ne dis pas quelles sont exactement les mesures qu'ils vont prendre, mais qu'ils aient un délai d'exécution. Ça veut dire que je comprendrais qu'on me dise, écoutez, dans 2 mois, nous allons résoudre le problème, ou bien ça va prendre 2 ou 3 mois avant de résoudre le problème de Martissant. Nous demandons à la population de patienter encore 2 mois et de collaborer pendant ces 2 mois-là. On préfère utiliser la formule « prendre toutes les dispositions nécessaires pour », et puis rien va fait. Bon. Mais, Ashley Larac, une chose est évidente, c'est que ces petits gangsters
pour la plupart, sont des malheureux. Ou en tous les cas, ils étaient des malheureux. Ils n'avaient donc pas la possibilité matérielle d'acheter ces armes de guerre qui coûtent très cher. La conclusion évidente, c'est que ces armes leur sont fournies. Ces armes rentrent clandestinement sur le territoire. Est-ce que, avant de s'attaquer à la question de la sécurité proprement dite, il ne faudrait pas résoudre la question de l'origine de ces armes et de ceux qui financent ces gangs? Ça ne doit quand même pas être très compliqué. Et je suis sûr que dans les sphères gouvernementales, on les connaît, ceux qui importent les armes. On sait par où les armes passent. Très certainement. Même celui qui demande à ce qu'on enlève son conteneur, qu'on libère le conteneur d'importation sans qu'il ne paye de taxes, on le connaît. Voilà. Et bon, c'est évident. C'est pour ça que je dis que personne n'a été arrêté. Mais ces jeunes, en parlant de ces jeunes des gangs, oui, ils n'étaient pas. C'était des pauvres gens, c'était ils font partie du secteur de la population qui est ignoré. Au départ, c'est des victimes. Cette indifférence de la société, et je ne cesse de dire ça, cette indifférence de la société est responsable de la fragilité de ces jeunes qui sont exploités et instrumentalisés par des gens mafieux. Le trafic de la drogue, on n'en parle plus depuis belle lurette. C'est comme si ça n'existait plus en Haïti. Alors que nous savons qu'avec la présence des gangs, justement, ça s'est amplifié. Bon, d'ailleurs, l'un des trafiquants connus, Eliobert dit Idiwan, qui avait été arrêté en 2 fois pour le trafic de drogue, a été encore récemment arrêté pour le même problème. Même motif. Donc ça veut dire que le trafic des armes se présente exactement comme le trafic de la drogue. On donne une boulette de crack à un jeune, et ensuite on lui dit, bon écoute, si tu en veux encore, tu dois aller le chercher dans les poches de ce monsieur. Voilà. Le trafic des armes, c'est pareil. Je vous donne une arme, donc vous devez m'acheter les munitions. Moi, quand j'avais le pet shop avant, je faisais cadeau des oiseaux pour qu'on m'achète la nourriture des oiseaux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on génère un commerce. Donc c'est évident que ce calcul est fait par les trafiquants d'armes aussi. Ils vous fournissent une arme qui coûte $1000 pour que vous lui achetiez $10 000 de munitions. Exactement. Donc il y a le trafic de la drogue, le trafic des armes maintenant qui est devenu un trafic lucratif, le trafic des munitions alors, qui est devenu très lucratif, et puis celui d'une mafia qui ne fait que de la contrebande. Les trafiquants, enfin les spoliateurs utilisent ces gangs-là aussi. Donc, les gangs représentent un instrument idéal pour toute cette panoplie de mafieux. Que ce soit pour la drogue, le trafic des armes, les vols de propriété et la contrebande de marchandises. Mais dans le cas des spoliateurs, le cas est encore plus grave. Parce que souvent, ces spoliateurs se font accompagner par des juges de paix et par la police, c'est-à-dire des autorités en place. Écoutez, nous avons le cas précis où un juge siégeant au CAI avait agressé, lors de la présidence de Jovenel Moïse, avait agressé à Pétionville, M. Benoît, qui est passé sur toutes les télévisions, bien sûr. Et ce juge, siégeant au CAI, donc non habilité à une exécution de dossier à Port-au-Prince, voire à Pétionville, n'a jamais été inquiété. Il est probablement à son poste jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut faire confiance à un gouvernement qui, face à ces cas qui sont connus, il y a des preuves évidentes, ne fait rien? Bon, est-ce qu'il faut en conclure, Ashley Larac, qu'il y a une forme de complicité entre les autorités et tous ces différents trafics? Bon, je l'ai entendu dire par le colonel Rébu récemment à la télévision. Et j'allais vous poser une question concernant justement le colonel Rébu, qui, sur Métropole, il y a quelques jours, disait que, à son avis, ni la PNH, ni les forces armées d'Haïti ne sont en mesure de lutter contre les gangs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et moi, je pense que la PNH a suffisamment d'agents sains qui peuvent être recrutés pour une task force et pour avoir la mission spécifique de se battre contre les gangs. Est-ce qu'ils ont les armes? Est-ce qu'ils ont... Ils ont le matériel nécessaire. Écoutez, le colonel Rébu a souvent parlé, enfin je lui donne raison sur beaucoup de points, mais il a omis une chose. Jean-Jacques Dessalines a gagné la guerre de l'indépendance, mais personne ne peut prétendre qu'avec une armée d'esclaves, donc non aguerris, et sans armes, pour la plupart, parce que, enfin, c'est de toute évidence, nous n'étions pas mieux armés que les Français. Certainement pas mieux, non. Ça veut dire que, quand vous avez des troupes qui viennent d'habitation, des esclaves qui viennent, vous ne pouvez pas prétendre que ce sont des soldats entraînés. Bien sûr que non. Donc, avec une armée dont la majorité sont des gens qui ne sont pas entraînés, la majorité est mal armée, ou pas armée du tout. Vous gagnez une guerre contre la plus grande armée du monde à l'époque. À l'époque, absolument. Donc, il eût fallu que Jean-Jacques Dessalines soit un excellent stratège. Ce qu'il était. Il ne faut pas oublier que Dessalines était quand même... Il avait été fait général par Napoléon lui-même, tout comme Toussaint. Voilà. Ça veut dire que le problème n'est pas l'armement. Je ne dis pas que l'armement ne représente pas un problème. Bien sûr. Mais c'est d'avoir de bons stratèges là où on en a besoin. Stratèges et puis des gens qui ont des convictions. Aussi, il faut que les troupes soient persuadées et soient convaincues de se battre pour elles-mêmes. Voilà. Il faut que les policiers qui soient recrutés pour faire partie d'une chose comme ça se rendent compte que c'est leur cause, la cause de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs familles. Et de leur pays, bien sûr. Qu'ils défendent. Absolument. Si vous prenez des gens qui n'ont aucune identité et qui seulement attendent de pouvoir s'expatrier, vous n'allez pas avoir des gens convaincus et vouloir se battre pour le pays. C'est une Mais évidence. je suis sûr qu'au milieu de la police, il y a 13 000 membres actifs, il paraît-il. De ces 13 000 membres actifs, nous avons au moins 2 000 membres qui sont les gardes de corps du secteur privé. Les chauffeurs et gardes de corps du secteur privé. Donc le secteur privé, la société civile, participe au démantèlement de la police et à sa corruption. Donc il faut qu'on admette ça aussi et qu'on cesse de faire ça. Les autres sont ou pris, parce que je vous donne un exemple simple, il y avait 5 agents qui étaient très connus à Pétionville, qui circulaient dans une Toyota Zoroquin, qui bien musclée. On sentait que c'était des jeunes superbement préparés et qui ne jouaient pas avec la sécurité à Pétionville. Dès qu'Ariel est monté, il les a pris pour sa garde personnelle. Donc ça veut dire que Pétionville a été démuni à cause du Premier ministre. C'est pas correct. Je suis sûr qu'il n'était pas informé de tout ça, enfin je lui en fais le crédit. Mais il n'est pas correct de prendre les gens les mieux formés et qu'ils deviennent la garde prétorienne d'un individu. Ouais, bien. Bon, Ashley, est-ce que le GTS, donc ce groupe de travail sur la sécurité auquel vous appartenez, est-ce que vous avez déjà fait un certain nombre de propositions au gouvernement et si oui, lesquelles? Le GTS, nous avons plusieurs chapitres dans le GTS. Tous les chapitres ont fait des propositions en ce qui les concerne. C'est-à-dire, le chapitre sécurité tactique, point de vue police et armée, ils ont fait des recommandations à la police, à l'armée et au gouvernement. D'accord. Des recommandations tactiques, donc je ne suis pas forcément imbu de ce qu'ils ont demandé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire dans la presse. Oui. Le groupe dans lequel je suis, le chapitre dans lequel je suis dans le GTS, ce sont les affaires sociales. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes essayé de comprendre qu'est-ce qui produisait ces gangs et quel était d'où venait ce phénomène. Ce que nous avons, à partir de plusieurs rencontres, y compris avec des gens ayant appartenu à des gangs, nous avons compris que le phénomène, on devait l'adresser en amont. Ça veut dire que le ministère des Sports a un travail extraordinaire à faire, puisque c'est la jeunesse et les sports, et à aucun moment nous n'avons entendu ce ministère parler du problème des gangs. Or, il est moins difficile
de recadrer un jeune avec le sport qu'avec n'importe quelle autre chose. Ouais, ouais. Il y a énormément d'athlètes à Cité Soleil qui sont délaissés et qui ont, avec leurs propres moyens ou aidés par le secteur privé plus ou moins, participé à des concours internationaux, gagné pour représenter valablement le pays et qui sont ignorés par ce ministère-là. Monsieur Duval pourrait bien en parler. Et d'un côté, le ministère des Affaires sociales. De quoi Mais inexistant. De quoi est-ce que... Le ministère des Affaires sociales a abandonné le local du ministère, Absolument. qui est pratiquement un local centenaire. Oui, un des beaux bâtiments de l'époque. Ils l'ont abandonné au profit de gens, enfin je ne sais pas, ils ont mis leur bureau dans une ONG à Pétionville. Ça ne fait pas de sens. Oui. Oui, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que le travail en amont dont vous parliez, il faudrait commencer ça dès à maintenant parce que ça va prendre des années et des années, mais s'occuper d'offrir à cette jeunesse désœuvrée des bidonvilles, Cité Soleil, etc., un exutoire. Vous savez, le pire, c'est une que... chance de faire quelque chose. Et tout est prévu par la Constitution de 1987. Puisqu'il est donné à l'armée le rôle du SCMO, service civique mixte obligatoire. Donc le rôle de recadrer la jeunesse à travers des formules de service civique mixte obligatoire, c'est le rôle de l'armée. Et c'est un rôle constitutionnel. Donc ne serait-ce que pour cet aspect, on aurait dû appuyer les forces armées d'Haïti et leur permettre de le faire. Ça veut dire que c'est simplement les centres qui existaient avant, le centre de Carrefour et le centre de Delma, auraient dû être donnés à l'armée. Parce que c'est ce que la Constitution prévoit. Et si plus de jeunes intégraient l'armée, par exemple, et pouvaient recevoir une formation disciplinaire, je ne dis pas forcément militaire en termes de port d'armes, etc., une formation disciplinaire, ça aurait un petit peu reformaté le citoyen haïtien lui-même. Petite parenthèse, achetez Lara, comment en est l'armée d'Haïti aujourd'hui? Il y a toujours l'état-major et puis quelques soldats? Il y a, je crois que l'armée d'Haïti est... Quelques centaines forte, maintenant? Non, est forte de près de 2000 hommes. Ah bon, ok. Oui, déjà. Ils ont prévu d'autres recrutements, mais ils n'ont pas les moyens financiers de... Ça coûte cher, d'autant plus que, je ne sais pas si je t'apprends ça, mais le Congrès américain a adopté une convention disant qu'ils allaient donner de l'argent à Haïti, à d'autres pays aussi, mais à Haïti, il y a eu tout un programme qui a été voté par le Congrès américain, mais avec une obligation très stricte. C'est qu'aucune partie de cet argent ne soit utilisée pour les forces armées d'Haïti. Le Congrès américain a cru bon de l'inscrire dans sa résolution. Le 11 mars 2022. Pour quelle raison? Nous ne connaissons pas les raisons précises de ce conditionnement. Mais nous pensons que c'est une opportunité. Puisque, vous savez, en 1947, le président Dumas a estimé, et le Congrès américain lui a refusé un emprunt pour qu'il puisse solder la dette de l'indépendance, lui a dit heureux mécompte. Absolument. Phrase célèbre. Nous disons aujourd'hui heureux mécompte, puisque finalement, nous n'avons plus à remercier qui que ce soit. Et cette armée de laquelle nous sommes nés comme Haïti, c'est la mère de la patrie. L'armée existait avant Haïti. Donc, nous pouvons la refaire comme nous voudrions, comme elle devrait être faite. Une armée service. Nous avons... La société civile a la possibilité aujourd'hui de refaire l'armée comme elle devrait être faite. En 1915, cette armée a été polluée parce que la plupart de ses missions étaient... L'objectif de la plupart de ces missions était de desservir les intérêts d'un pays tiers. Oui, et des missions de police surtout. Oui, mais ce n'était pas des intérêts d'Haïti. Et c'était souvent au détriment de la population dont elle est issue. Oui, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité seule, à partir de l'épargne nationale, de créer une armée qui nous appartienne.
sans avoir remercié qui que ce soit. Mais une armée, ce n'est pas forcément un tank. Une armée, c'est plein d'agronomes, plein de vétérinaires qui s'occupent des 27 fermes agricoles de l'État. Oui, mais qui sont toutes laissées à l'abandon. C'est à l'armée de les occuper. Eh ben, voilà. Ça a été confié à l'armée. C'est plein de médecins pour les secours dès qu'on en a besoin. C'est plein d'ingénieurs pour pouvoir régler les problèmes quand il y a tremblement de terre, etc. C'est plein de techniciens. Une armée, ce n'est pas forcément un bonhomme avec un fusil. Qui va organiser un coup d'État. Voilà, c'est pas l'objet de l'armée, le coup d'État. L'armée, c'est la discipline, la fierté, le sens du civisme. Et le patriotisme. Voilà, c'était M. Ashley Larac du groupe de travail sur la sécurité.